début des temps, il n'y avait que l'énergie pure. Cette énergie, nous pouvons l'appeler intelligence créatrice, essence divine, ou lui donner tant d'autres noms. Les mystiques l'appellent unité primordiale. Un beau jour, l'unité primordiale se mit en mouvement et se dupliquant selon le processus de division cellulaire, elle généra la conscience et le chaos, deux entités éthérées composées de parcelles intelligentes. La conscience est ordre et le chaos est désordre. Et quoique cette dualité annonce des désaccords et des affrontements, par l'optimisation de ces deux éléments opposés, on peut obtenir des rendements prodigieux, aboutissant à la création de ce qui n'existait pas auparavant. En s'étendant dans toutes les directions, les parcelles de la conscience et du chaos donnèrent naissance à l'espace cosmique. Quand ces deux entités, que certains appellent improprement le bien et le mal, s'affrontèrent pour la domination de l'espace, elles provoquèrent une explosion terrible, le fameux Big Bang. Les parcelles éloignées de l'impact restèrent intactes, mais celles soumises à l'énorme chaleur se fondirent entre elles et, sortant de l'état éthéré, prirent masse, devenant matière, tandis que la déflagration les propulsait au loin sous forme de météorites, de planètes et d'étoiles. Se regroupant dans leur voyage cosmique, ces corps célestes ont formé le nombre inimaginable de 10 puissance 11 galaxies, dont l'une d'elles, notre Voie lactée, déjà immense puisqu'elle contient 234 milliards de systèmes stellaires en plus d'une autre, n'est qu'une goutte d'eau dans cet énorme océan appelé univers. Peut-être cet affrontement vient-il d'un désir de domination entre les deux entités, ou peut-être encore d'un projet bien établi. Le fait est qu'il entama un très long processus dont le but était le retour des parcelles de matière à l'état original de parcelles éthérées. Afin d'expliquer ce phénomène du retour, nous pouvons comparer l'univers à un océan qui est un corps composé d'un nombre infini de gouttes d'eau. Pour des raisons naturelles ou déterminées, certaines de ces gouttes peuvent passer de l'état liquide à l'état gazeux, devenant vapeur, ou à l'état solide, devenant glace, mais tôt ou tard, elles redeviendront toutes des gouttes d'eau, retournant vers l'océan. De la même manière, quand les parcelles altérées de l'univers perdront leur masse, redevenant éthérées, la conscience et le chaos réintégreront l'unité primordiale, se retirant dans un état somnolent. Ces trois entités, symbolisées en tant que Trinité divine, se réveilleront 4 ères cosmiques plus tard pour activer un nouveau cycle créatif quand le cycle actuel sera achevé. Le Veda, un ensemble de textes indiens parmi les plus anciens de l'humanité terrestre, appelle ce laps de temps le souffle de Brahma. L'univers est donc composé en grande partie de parcelles intelligentes, autonomes et invisibles qui forment le vide cosmique, et dans une moindre mesure de parcelles qui se sont unies devenant matière visible et qui ensuite retourneront à l'état éthéré en obéissant à un cycle perpétuel. Après l'explosion, ces parcelles visibles formaient des corps célestes qui se heurtaient sans répit, et alors que la conscience et le chaos tentaient d'interagir avec elles, celles-ci n'obéissaient pas, car elles étaient devenues
des corps alourdis, comme plongés dans un sommeil profond. Le chaos, qui est l'entité masculine destructrice, tenta de les réveiller par la violence en provoquant une collision entre étoiles, mais dans l'impact, celles-ci se fragmentèrent en un amas de poussière stellaire errant dans l'espace. La conscience, qui est l'entité féminine créatrice, profita des radiations émises par la collision pour foudroyer les parcelles de cette poussière et en déséquilibrant leur structure atomique, les muta en cellules. Les cellules sont des unités biologiques qui se dupliquent toutes seules selon le processus utilisé par l'unité primordiale. Parmi les autres réactions chimiques, il y eut aussi la libération d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui, se regroupant, formèrent les glucides, des molécules essentielles pour la reproduction des cellules. Ainsi s'établit le principe de la vie et le premier pas vers le réveil de la matière. En voyageant dans l'espace cosmique, une partie de cet amas se heurta à des corps célestes trop chauds ou trop froids, et ces cellules moururent. En revanche, une autre partie rencontra une planète riche en eau et en rayons étoilés, et ces cellules, se déposant sur le sol, y trouvèrent le climat favorable pour se reproduire. C'est ainsi que la vie apparut sur une planète chanceuse, errante dans l'espace, planète qui ne resterait pas longtemps chanceuse si un corps céleste de son système stellaire la heurtait. Alors, la conscience et le chaos réglèrent les orbites de ces corps célestes afin qu'ils n'entrent pas en collision et appelèrent ce système stellaire premier sanctuaire. Ensuite, en procédant progressivement, ils se dédièrent à l'évolution de ces cellules primordiales, micro-organismes appelés bactéries. Au fil du temps, dans l'environnement, les bactéries libérèrent de l'oxygène, formant ainsi les nuages. Ceux-ci piégèrent dans l'atmosphère les rayons infrarouges de l'étoile, augmentant l'effet de serre, et cette planète chanceuse se réchauffa, améliorant son accueil. La vie prospéra dans les mers avec l'apparition d'algues, de méduses et de poissons, puis certaines algues conquirent la terre ferme, devenant plantes et forêts, suivies par des poissons qui devinrent amphibiens et plus tard animaux de terre et d'air. Les plantes et les animaux prenaient des formes différentes et étaient tous mus par un instinct qui imposait la sauvegarde de leur propre espèce, ne pensant à rien d'autre qu'à se reproduire et à se manger les uns les autres, suivant le processus adopté par les cellules. C'était un bon début, car la vie faisait vibrer ces êtres en produisant de l'énergie. Pas suffisamment, cependant, pour ramener à l'état éthéré les parcelles qui composaient leur corps. Le chaos voulut accélérer en soumettant ces êtres à une chaleur plus intensive, puisqu'il l'appréciait. Mais le résultat fut catastrophique et plusieurs d'entre eux moururent brûlés. La conscience, plus sage, décida de doter certains êtres de la pensée supérieure. La pensée supérieure est une activité du mental qui fait grandir en sensibilité à travers les émotions. Celle-ci dégage une forte énergie cérébrale, produisant des dimensions parallèles sur un plan abstrait. Les rêves et la voyance sont certains de ces états interdimensionnels où les êtres dotés de la pensée supérieure émettent de puissantes ondes mentales, même en dormant. Les êtres choisis furent les humanoïdes,
une espèce de primate suffisamment intelligente pour se faciliter la vie en produisant des outils en pierre, en bois et en os. Les humanoïdes furent donc dotés de la pensée supérieure, mais ils devaient être nombreux et éparpillés dans l'univers tout entier afin que l'ensemble de leurs ondes cérébrales engendre une énergie telle qu'elles soient capables de réveiller les parcelles de leur corps. Le projet était de les ramener toutes à l'état éthéré, comme elles l'étaient avant que les deux factions se confrontent pour la domination de l'espace. Afin de produire d'autres vies et d'autres humanoïdes, le chaos proposa de nouvelles collisions stellaires et de nouvelles cellules, mais la conscience objecta qu'il était moins dangereux de transporter la matrice de la vie de cette planète chanceuse aux planètes vivables des diverses galaxies. Cette fois-ci, le chaos se rebella. Il était une entité éthérée née pour s'opposer à la conscience et refusa de transporter des embryons, ce transport étant une activité du monde matériel. Alors, la conscience dota les premiers humanoïdes de l'intelligence suprême en les nommant gardiens du cosmos et leur confia la tâche de transporter la vie sur toutes les planètes habitables. Les gardiens du cosmos étaient et sont encore aujourd'hui au sommet de l'évolution humanoïde. Leur technologie peut les faire apparaître sous forme holographique ou réelle dans n'importe quel lieu du cosmos. Ils ont amené la vie sur de très nombreuses planètes et peuvent corriger les orbites des corps célestes pour optimiser les systèmes stellaires chaotiques. Ils l'ont fait sur plusieurs galaxies et aussi sur notre Voie lactée. Les galaxies sont comme d'énormes molécules regroupant des atomes, symbolisés par les planètes et les étoiles, et le problème de la Voie lactée était que certaines de ces étoiles, trop grosses, attiraient les planètes et les détruisaient en éjectant leur éclat dans l'espace. Les conséquences étaient désastreuses, même sur les systèmes stellaires voisins, surtout s'ils étaient constitués de planètes où la vie avait été amenée. Les gardiens du cosmos ont donc corrigé plusieurs systèmes stellaires de la Voie lactée et sont enfin arrivés au nôtre, le système solaire, qui prend le nom de son étoile, le Soleil. Le Soleil avait une masse acceptable, mais ses planètes étaient trop nombreuses et les collisions fréquentes, alors les gardiens du cosmos ont projeté la stabilité du système solaire. Ils ont réduit en poussière les planètes en excès, ont mis en ordre les orbites des planètes restantes, solides ou gazeuses, et une fois cela terminé, ils ont décidé de porter la vie sur le système solaire. Mais aucune de ces planètes ne répondait à l'objectif visé. Alors les gardiens du cosmos décidèrent d'en rendre au moins une vivable. Il s'agit de notre Terre. Et cette réalisation est décrite dans les moindres détails dans le poème sumérien Enuma Elish. Ces détails sont si précis qu'ils étonnent les astronomes engagés à simuler les événements cosmiques qui ont donné naissance à la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Les Sumériens disent avoir reçu ces informations des Anunnaki, anciens astronautes venus du ciel, peut-être héritiers d'une civilisation cosmique avancée et très ancienne, ayant conservé la mémoire d'événements si reculés. Les tablettes sumériennes sont environ au nombre de 500 000, mais 20 000 d'entre elles, traduites, sont gardées cachées par les autorités car considérées comme dangereuses. La raison est
qu'elles contiennent une quantité énorme d'informations sur les extraterrestres qui ont visité la Terre et sur la naissance de l'humanité terrestre. Les textes du Veda soutiennent aussi qu'il existe au moins 400 000 races d'humanoïdes dans la Voie lactée, certains ayant déjà exploré la Terre. D'après les données sumériennes et celles des astronomes modernes, les planètes qui composaient le système solaire il y a 4 milliards et demi d'années étaient Mercure, Vénus, Mars et Tiamat. Plus à l'écart, il y avait Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, plus petits qu'actuellement. Tiamat, la planète la plus grande, était un géant gazeux et aqueux entouré par une dense atmosphère et son noyau central était formé de rochers et de glace. Mais son énorme masse entravait le projet Terre et les gardiens du cosmos la condamnèrent à la destruction. Décrite par les Sumériens comme une guerre entre dieux, représentée par les planètes du système solaire, l'élimination de Tiamat est la démonstration de l'œuvre d'une civilisation dotée de moyens extraordinaires. Car ce qui s'est passé n'a pas pu se dérouler de façon naturelle. Marduk, qui est l'une des divinités majeures sumériennes, représentée par une grande masse planétaire dotée de satellites, rentra dans le système solaire et affronta Tiamat en 2 phases. Tout d'abord, il effleura son atmosphère en lançant ses satellites, dits vents de tempête, sur le ventre de Tiamat, pour en éteindre le souffle vital, qui est le champ magnétique. Puis, Marduk se reposa pour savoir comment obtenir la planète Terre. Alors il revint sur ses pas, et voyageant en sens inverse à celui des autres planètes, ce qui est impossible spontanément, il se jeta violemment sur Tiamat, la brisant en morceaux. De cette collision naquirent 3 nouveaux corps célestes. La Terre, qui est un fragment du noyau rocheux de Tiamat, le ciel, qui est une ceinture d'astéroïdes qui empêche l'eau de sortir de l'atmosphère terrestre, et la Lune, qui est un satellite anormal dont la tâche est de garder stable le climat terrestre. Puis, afin qu'elle puisse héberger la vie dans les meilleures conditions, la Terre fut placée à la bonne distance du Soleil, entre Vénus et Mars. Depuis lors, la Terre tourne autour du Soleil avec une orbite elliptique pour échapper à son attraction gravitationnelle et son axe de rotation a été opportunément incliné afin de permettre aux rayons solaires de produire les zones climatiques et les saisonnalités. La zone équatoriale est torride, car toujours exposée aux rayons solaires. Les zones tropicales sont un peu plus inclinées et conservent un climat chaud, tandis que dans les zones tempérées, les saisons alternent. Enfin, par le processus déjà utilisé sur d'autres planètes de l'univers et de la Voie lactée, les gardiens du cosmos transportèrent la vie sur la Terre. Peut-être la vie a-t-elle été prise dans la constellation d'Orion, ou peut-être dans la très ancienne constellation du Taureau. Le fait est que la vie a été emballée et amenée sur Terre à un stade avancé. Cela avalise la théorie de l'apparition à partir du néant, théorie ensuite détournée par les théologiens. Ainsi la Terre aussi eut ses plantes, ses animaux et ses humanoïdes pensants, qui étaient peut-être les Homo erectus ou une autre espèce naturelle de primates, aujourd'hui éteinte. Remarquant avec satisfaction
que la Terre était devenue un bijou étincelant de vie luxuriante, les gardiens du cosmos appelèrent le système solaire deuxième sanctuaire, en hommage au premier système stellaire inauguré par la conscience et le chaos, dans lequel ils étaient eux-mêmes nés et poursuivirent leur œuvre ailleurs. Quant aux Anunnaki sumériens, c'étaient des individus appelés Elohim par les Hébreux, Théos par les Grecs, Deva par les Indiens, Nedjer par les Égyptiens et par d'autres noms selon les langues. Ceux-ci se déplaçaient partout avec leurs machines volantes et l'évidence d'une technologie très avancée est visible dans les pyramides et dans ces constructions colossales éparpillées dans le monde entier avec lesquelles les ingénieurs actuels ne peuvent pas rivaliser tout en ayant essayé. Et pourtant, quelqu'un doit bien les avoir réalisées, ces œuvres gigantesques. Certainement pas les hommes des cavernes. Selon les chercheurs modernes, les pyramides de Gizeh ont au moins 10 000 ans. Mais les autorités égyptiennes, considérant qu'il n'existait pas une telle civilisation capable de réaliser des structures aussi énormes et parfaites, soutiennent qu'elles ont été bâties il y a 5000 ans. En Turquie, la majestueuse Göbekli Tepe, qui est attestée comme remontant à plus de 12 000 ans, prouve au contraire que bien avant 5000 ans, il y avait des civilisations capables de construire des œuvres complexes. En outre, les pyramides construites après celles de Gizeh sont toutes en ruine, démontrant que sans une aide extérieure, qui a évidemment manqué, les anciens Égyptiens ont régressé en savoir, incapables même d'égaler les œuvres de leurs ancêtres. Il reste à comprendre ce que fut cette aide extérieure qui a bâti les pyramides de Gizeh et qui a transporté des pierres également énormes sur le sommet des montagnes, surtout centra-américaines, pour ensuite les tailler et les encastrer de façon parfaite. Opération impossible à réaliser avec notre technologie actuelle. Les mythes racontent que ce furent les dieux, en déplaçant ces pierres avec le son. Mais si ces dieux n'étaient pas humains, qui étaient-ils? Et d'où venaient-ils? La science conventionnelle soutient qu'il est impossible d'arriver sur notre planète, mais les astronomes savent parfaitement que les sondes orbitales qui analysent les taches solaires enregistrent de très nombreux vaisseaux spatiaux qui apparaissent et disparaissent à proximité du Soleil. Donc les Anunnaki, et pas seulement eux, rentrent et sortent de notre système à travers des brèches situées à proximité du Soleil, en exploitant son énergie pour s'activer. Il y a 5000 ans, les Sumériens décrivaient même leurs itinéraires, parcourus dans le système solaire, en indiquant des planètes qu'ils n'auraient pas dû connaître, car découvertes il y a près d'un siècle. Les objets volants non identifiés sont des centaines de milliers, et leur représentation, des dessins préhistoriques aux films actuels, ne laisse aucun doute quant à leur existence. Selon les Sumériens, les Anunnaki venaient de Nibiru, une planète qui rentre et sort du système solaire chaque 3600 ans. Et ils étaient 600, mâles et femelles, répartis en nobles et subalternes, tous belliqueux et au comportement autoritaire et cruel. La colonisation de la Terre de la part des Anunnaki a commencé il y a environ 450 000 ans, quand une de leurs flottes spatiales
après avoir chassé du système solaire les gardiens du cosmos et les titans, s'est emparé de Mars et de la Lune et est arrivé sur la Terre où elle s'est établie entre les fleuves Tigre et Euphrate en Mésopotamie. Dans ces lieux, les Anunnaki fondèrent une civilisation antédiluvienne et cherchèrent des métaux précieux qu'ils trouvèrent ensuite en grande quantité dans le Zimbabwe, en Afrique. Mais leurs navires étaient militarisés et non dotés de robots bons à l'excavation. Ainsi, quand ils eurent besoin de main-d'œuvre, ils appliquèrent leur savoir en ingénierie génétique et manipulèrent les ovules d'une primate africaine. Après plusieurs tentatives qui échouèrent, ils obtinrent finalement, il y a environ 300 000 ans, une nouvelle espèce propre à travailler dans les mines, les Homo sapiens. Cette opération génétique n'est pas impossible et expliquerait que le fameux chaînon manquant de Darwin, c'est bien lui, l'Homo sapiens. Les textes sumériens, 2000 ans plus tard, copiés et contrefaits par les Grecs, les Hébreux et par d'autres peuples de l'Antiquité, sont riches d'informations sur la divinité féminine qui a fourni son propre ventre, sur ceux qui ont opéré chirurgicalement, sur les dates et sur la nécessité de rendre fertiles les sapiens, qui étaient nés hybrides. Cela expliquerait pourquoi, différemment de tous les autres êtres terrestres, le sapiens est le seul à ne pas avoir de progéniteur ou de précurseur traçable. De lui, nous savons seulement qu'il est apparu du rien dans l'Afrique australe, qu'il était de corpulence élancée, qu'il avait les yeux clairs et la peau et les cheveux noirs. D'autres familles humaines, apparues du rien, plus ou moins contemporaines du sapiens et lui étant étroitement apparentées, étaient les Néandertals et les Denisova. Les hommes de Néandertal vivaient au nord du monde, ils avaient une corpulence robuste, la peau claire et les cheveux roux. Ils articulaient des mots, connaissaient le feu et étaient très évolués dans la fabrication d'outils et dans le comportement social. En outre, ils ne laissaient pas leurs morts se décomposer en plein air, mais les enterraient, les entourant par des cercles de pierre. Ils coloraient les objets en ocre rouge et faisaient de la musique avec des flûtes en os. Les Néandertals ont dominé l'Europe pendant 250 000 ans et leur extinction reste une énigme. Les hommes de Denisova avaient une peau brune et les cheveux noirs. Ils vivaient au sud-est de l'Asie dans un continent aujourd'hui submergé, appelé Sundaland, parlaient une langue AE et étaient experts en navigation. Ils ont édifié plusieurs cités portuaires sur les îles les plus reculées de l'océan Pacifique et ont aussi amené en Amérique centrale leur ADN, des animaux et le cocotier. Les Denisovas se sont probablement éteints pendant le déluge. Les anciens mythes sumériens, égyptiens, indiens, chinois, japonais, américains, australiens et tous les récits sur la création citent une manipulation génétique qui a donné vie en quelques siècles à plusieurs branches de l'humanité, s'opposant en cela aux différentes théories de l'évolution. Chez les autres animaux, l'évolution est à l'arrêt, où elle se fait en millions d'années.
Il s'ensuit que nos progéniteurs, les sapiens, n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu la nécessité de les produire, de manière même expéditive, de la part d'individus appartenant à une civilisation technologiquement avancée et étrangère à notre planète. Nous parlons d'environ 300 000 ans, alors que l'apparition de la vie sur la terre ferme est datable à au moins 400 millions d'années. Qui sait ce qui est arrivé pendant tout ce temps? Hésiode dit que notre humanité est la 5e à se succéder sur cette terre. Peut-être que la 4e s'est éteinte avec une guerre nucléaire ou par un impact cométaire qui a bouleversé notre planète. Tandis que la dernière lignée humaine en ordre de temps, la nôtre, est celle de l'Homo sapiens. D'après les Sumériens, il y a eu 3 variétés d'Homo sapiens. Les premiers sapiens étaient contraints de travailler dans les mines et ont été dotés d'un cerveau rudimentaire. Les deuxièmes sapiens ont été rendus plus intelligents, devant travailler comme cultivateurs ou éleveurs dans les divers champs clôturés répandus dans chaque continent. Les troisièmes sapiens ont été rendus beaucoup plus intelligents, ayant à vivre en contact étroit avec les Anunnaki dans le champ clôturé de l'Éden, le fameux paradis terrestre, situé entre la mer Noire et la mer Caspienne. Ces sapiens étaient les Adamites, et Adam, leur fondateur, reçut d'Anu, le roi des Anunnaki, le blé et le mouton qui n'existaient pas auparavant, mais qui étaient indispensables à la survie des sapiens car ils faisaient partie du même projet. La preuve en est que les primates naturels ne peuvent survivre que dans les forêts tropicales, y trouvant des fruits disponibles toute l'année, alors que les sapiens peuvent vivre dans tous les endroits de la Terre grâce au blé, qui est une céréale hautement énergétique, cultivable presque partout, et qui se conserve dans des lieux secs pendant des années. Mais le blé ne peut être produit que s'il est semé. Le mouton est l'unique animal dont la toison ne cesse de croître. Toison très utile pour en faire des vêtements en laine, mais s'il n'est pas tondu, le mouton s'étouffe, entravé lors de ses mouvements. La nature ne générerait jamais une plante ou un animal voué au suicide. Cela laisse penser que le blé, le maïs, le riz, la pomme de terre, la banane sans semence, la brebis, la vache laitière, le cheval de trait, et toutes les plantes et les animaux sans ancêtres connus, mais essentiels pour la survie humaine, sont le produit d'une manipulation génétique réalisée par une intervention externe datable de juste après le déluge. Le fameux déluge universel, causé par une explosion nucléaire ou par la chute d'un astéroïde il y a environ 12 000 ans, ne serait pas arrivé si les gardiens du cosmos avaient maintenu le contrôle de la Terre. La seule chose que nous pouvons envisager est que ce contrôle existe encore, du fait que nous sommes observés par plusieurs objets volants non identifiés. Pour les gardiens du cosmos, en effet, l'Homo sapiens est un problème. Étant un humanoïde non naturel, ses vibrations n'obéissent pas aux lois cosmiques. Fait à l'image et à la ressemblance des Anunnaki, le sapiens en a hérité la nature cruelle. Et de ses ondes cérébrales n'émane pas cette énergie nécessaire à reporter les parcelles de son corps
au stade d'intelligence éthérée. Que l'Homo sapiens soit un être singulier, son insolite conformation physique et sa structure mentale le prouvent. Contrairement à tout être terrestre, il est doté d'un pouce opposable, de la pensée symbolique et de la parole. Le naturaliste suédois Carl Linnaeus l'a classifié comme appartenant au règne animal, classe mammifère, ordre primate, famille hominidée, genre Homo, et l'a appelé Homo sapiens, l'homme savant. En effet, les sapiens savent beaucoup de choses. Mais leur évolution, trop rapide par rapport aux lois de la nature, a produit des effets particuliers. L'un de ces effets est que leurs femelles ont perdu l'œstrus, le remplaçant par le cycle menstruel, favorisant ainsi la chaleur continue. Cela a libéré les sapiens de la saison des accouplements, où l'étreinte sert à la reproduction et arrive peu de fois dans la vie et dans certaines périodes de l'année. Au contraire, les sapiens, jeunes, adultes et non dominants, ont des rapports sexuels quand ils le veulent, sans concevoir d'enfants et pour le simple plaisir, provoquant toutefois excitation et violence. Les luttes cessèrent quand les femelles imposèrent la règle de choisir elles-mêmes le mâle avec qui s'accoupler, refusant le mâle dominant si elles ne l'appréciaient pas. Cela a renforcé le lien du couple et favorisé la monogamie des Homo sapiens qui sont sortis du troupeau pour former des familles composées par un mâle, une femelle et leurs petits. Mais ils doivent résoudre des problèmes graves qui n'existent pas dans le règne animal. Le premier problème est qu'étant nés en Afrique et dépourvus d'une fourrure, leur peau, exposée directement aux rayons solaires, brûle. Ils allaient disparaître si le système d'adaptation n'avait pas libéré dans leur peau la mélanine, substance qui noircit la peau, la protégeant des rayons ultraviolets. Ainsi, les sapiens se sont sauvés en devenant noirs. Autre problème. Leur tête, plus grosse par rapport à leur corps que chez les autres animaux, favorise l'intelligence, mais complique l'accouchement, car en sortant avec difficulté de l'utérus, leur fœtus meurt souvent avec la mère. Au lieu des 18 mois nécessaires, les sapiens sont alors conduits la gestation à 9 mois, quand la tête du bébé à naître est encore suffisamment petite. Il s'ensuit que leurs petits naissent prématurés et ont besoin d'un temps de sevrage plus long que celui des autres animaux, qui naissent déjà autonomes dès les premiers jours de vie. Les sapiens ont alors compensé ce désavantage, se basant sur les qualités psychiques et sur l'habileté de leur progéniture plutôt que sur la robustesse. Cependant, ce sont les seuls animaux à ne pas avoir le corps recouvert de poils, de plumes, d'épines ou d'écailles, mais d'une peau fragile et facilement altérable. Les sapiens nus ne sont adaptés à aucun milieu, et ils doivent se vêtir pour éviter le froid et les écorchures. C'est pourquoi le roi des Anunnaki leur a donné la brebis, dont la poussée de la toison est continue. En outre, les sapiens ont la tête couverte de cheveux qui poussent sans arrêt.
Et à cette époque, il était difficile de s'enfuir face aux fauves affamés, avec les cheveux susceptibles de se prendre dans les branchages. Toujours différemment de tout autre animal, les sapiens naissent sans griffes, crocs, épines, cornes ou autres défenses corporelles qui leur permettent de se défendre. Ils ne sont dotés que d'ongles très fragiles qui poussent eux aussi en continu, entravant les mouvements, et se cassent, causant douleur dans la marche et dans le maniement des outils. Les Homo sapiens se sont alors coupés les cheveux et les ongles, réussissant à survivre dans la nature sauvage et à la dominer à leur avantage. Cela aussi grâce à la parole articulée et à la faculté de concevoir des notions telles que le futur, l'abstrait et la conscience de soi. Ces qualités n'existent pas chez les autres êtres terrestres et ont permis aux sapiens de se socialiser et de raisonner avec des phrases longues et complexes, se distinguant totalement du règne animal. Il y a 40 000 ans, prêts à conquérir la Terre, certains groupes de sapiens ont quitté l'Afrique et, une fois adaptés à leur nouveau milieu, la couleur de leur peau a changé. Plus ils s'éloignaient du soleil tropical, plus leur système d'adaptation réduisait le taux de mélanine de leur peau, jusqu'à blanchir totalement chez ceux qui avaient migré vers l'hémisphère nord. Cela les a distingués en 5 ethnies, une par continent. L'ethnie caucasienne, à la peau rose et aux yeux clairs, la mongoloïde, à la peau jaune et aux yeux noirs, l'amérindienne, à la peau sombre et aux cheveux noirs, et enfin les ethnies négroïdes et australoïdes, qui ont la peau et les cheveux noirs car ils vivent sous les tropiques. Entre-temps, depuis que le sapiens existe, Nibiru s'est approché et éloigné de la Terre 80 fois. Et la dernière aurait été en l'an 612, quand un être non humain, l'archange Gabriel, est apparu à Mahomet. Dès lors, les chroniques ne parlent plus d'êtres divinisés sur la terre. Mahomet se définit en effet comme le dernier prophète. Tous les prophètes précédents avaient été les protagonistes de contacts directs avec les soi-disant divinités qui étaient toujours les Anunnaki, bien que nommés différemment. Le prochain retour de Nibiru devrait avoir lieu environ en l'an 4212. Selon les Sumériens, les Anunnaki déposent sur la Lune les minéraux prélevés sur la Terre pour les transporter ensuite sur Nibiru. Donc, ils ont encore des dépôts sur la Lune. Voilà pourquoi, quand Apollo 11 l'a rejointe en 1969, l'astronaute Armstrong a raconté que lui et son équipage ont été entravés par 2 gigantesques vaisseaux spatiaux positionnés sur le bord du cratère lunaire Aristarque et avertis de façon menaçante de ne plus mettre pied sur la Lune. Ce sont exactement ces mots. Ce n'est pas par hasard que depuis plus de 50 ans, et dans le silence absolu de la NASA, les hommes ne se sont plus aventurés à revenir sur la Lune, se limitant à de courtes missions spatiales.
Quant aux Anunnaki, de même que sur la Lune, une garnison est restée sur la Terre, peut-être cachée dans les entrailles de quelques glaciers de l'Antarctique, d'où elle gère encore le pouvoir terrestre, qui est resté belliqueux et basé sur la notion d'exploitation. Des documents prouvent qu'en 2016, une délégation américaine composée par un secrétaire d'État, un ex-astronaute, des militaires et des scientifiques, une délégation de militaires russes, ainsi que le chef de toutes les églises orthodoxes se sont rendus tous et à la même période en Antarctique. Pourquoi faire? À qui devait-il rendre visite dans ce désert glacé? Pourquoi le rapport de cet ancien astronaute américain a-t-il été scellé? Qu'a-t-il vu? Les militaires russes racontent qu'en cherchant ce qui faisait fondre certains glaciers de l'Antarctique, ils ont trouvé dans une grotte souterraine un milieu fortement réchauffé par un petit engin radioactif, en plus d'armes et d'artefacts d'origine non humaine. Pour leur part, les militaires américains affirment avoir vu des vaisseaux spatiaux rentrer dans la glace à travers des ouvertures artificielles, et les voix les plus malicieuses disent que c'est précisément en Antarctique que le gouvernement américain est parvenu à un accord avec les extraterrestres afin d'imposer la gouvernance globale dans le monde. On dirait une histoire incroyable, dont les mystères ne finissent jamais. Parmi les théories plus ou moins hasardeuses, si l'on croit à l'existence des extraterrestres, il y a aussi celles sur le retour des dieux, qui peuvent être les gardiens du cosmos, ou les titans qui avaient colonisé la Terre avant d'en être chassés par les Anunnaki. Qui sait si le déluge universel ou d'autres désastres n'ont pas été spécifiquement causés par les titans, qui avaient eux aussi génétiquement produit une nouvelle espèce humaine, celle avec le crâne allongé, disparue avec l'apparition des sapiens. Peut-être que les titans se sont organisés et sont de retour en force sur la Terre, afin de reprendre ce qui leur appartenait. Dans ce cas, nous, pauvres sapiens, pas appréciés par les titans, nous pourrions être exterminés et remplacés par une autre humanité, de matrice titanesque. Qui sait si cela n'est pas déjà arrivé depuis que la Terre est habitable? Et qui sait si les Anunnaki, en le sachant, ne se préparent pas à de nouvelles guerres stellaires pour défendre, à leur façon, notre destin d'esclaves inconscients et bienheureux? Sans oublier les gardiens du cosmos, qui n'abandonnent pas l'espoir de nous voir vibrer avec des ondes cérébrales naturelles afin que les parcelles de nos corps puissent revenir à l'état éthéré. Mais ils devront attendre longtemps avant que notre esprit métabolise le vrai sens de la spiritualité. Nous ne sommes pas encore capables de vivre sans guerre, sans l'exploitation de l'homme par l'homme, sans la consommation effrénée, et surtout sans ces dogmes absurdes qui depuis des millénaires nous font vénérer de cruels colonisateurs non terrestres, au point de les prendre pour des divinités transcendantales. Ceci peut sembler un conte de science-fiction, un mélange de données probantes et d'élucubrations visionnaires.
Pourtant, ça n'a pas été un homme, mais quelque chose d'infiniment supérieur qui a projeté et réalisé dans les moindres détails l'univers et tous les corps vivants, des micro-organismes aux humains, en plus de les faire procréer et réfléchir. Et nous en sommes la preuve évidente. Nous parlons d'une énergie pure, dont le pouvoir est incommensurable, tant dans le monde physique que dans le monde abstrait. Nous, les êtres humains, faisons partie de cette énergie créatrice, et c'est facile de s'en apercevoir quand nous admirons les merveilles de la nature, assis sur l'herbe, à regarder le ciel, en parfaite harmonie entre la terre et les étoiles.